Merci, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, donc de vous câbler dans cette émission, la toute première d'ailleurs, la chair rouge du docteur. Nous aurons l'opportunité donc de partager avec vous des émotions fortes, des émotions, des questions posées par donc nos camarades. J'appelle ici camarades tous ces élèves qui sont au collège, au lycée, les étudiants et aussi les adultes. C'est une émission au cours de laquelle vous aurez l'opportunité donc de poser toutes les questions qui vous taraudent l'esprit. Je serai là. Comme d'habitude, avec beaucoup d'humilité, j'essaierai donc d'apporter des réponses à ces questions qui me seront posées. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle page qui s'inscrit donc pour cette chaîne thématique SOS Docteur TV, créée pour vous donner de l'information, communiquer, interagir avec les professionnels de santé. Aujourd'hui, je me fais l'insigne donc honneur d'animer cette émission qui a été préparée pendant longtemps. Nous avons mis 5 ans pour arriver à ce résultat. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la chaîne qu'il vous faut introduire donc cette nouvelle émission appelée la chair rouge, le rouge, pour vous donner l'opportunité vraiment de vous exprimer, de rentrer dans cette passion, dans ce désir de faire évoluer les choses. Voilà, merci. Chaque semaine, cette émission sera hebdomadaire et vous donnera l'opportunité, bien entendu, donc d'aborder, de découvrir une autre dimension de la télé, votre passion de suivre les informations en santé, de comprendre davantage Dr Kodom à travers cette vision d'apporter vraiment une touche au paysage médiatique africain à travers donc une chaîne thématique SOS Docteur TV avec une émission assez spéciale qui donne l'opportunité aux jeunes de poser les questions à ma modeste personne que je suis. Bonsoir à tous, je suis Aïssou Kokwe Monique, doctorante en médecine. Je suis passionnée par le journalisme médical et je viens ce soir rencontrer le docteur Serge Michel Kodom pour lui demander des apports par rapport à ses compétences dans le journalisme médical. Merci encore une fois de nous donner l'opportunité de nous suivre donc sur SOS Docteur TV. C'est la toute première émission, je l'ai dit tantôt, et nous avons l'honneur, l'insigne honneur de recevoir une belle dame, mademoiselle Aïssou Monique. Elle est étudiante à la faculté de médecine de Lomé. Elle nous a vraiment surpris. Elle s'est prêtée à l'exercice avec beaucoup de bonnes choses à nous dire. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir dans cette émission. J'espère que vous êtes à l'aise. Bien à l'aise. Bien à l'aise. Oui. Vous avez la parole. Merci. Je suis vraiment disposé et ça serait des réponses sans filtre. Merci donc de nous poser vos questions et nous essaierons bien entendu d'apporter des éléments de réponse pour éclairer donc votre lanterne. Merci docteur Serge Michel Kodom pour l'opportunité et l'acceptation de nous recevoir sur ce plateau ce soir. Oui. Ma toute première question est simple. Pourquoi la chaise rouge? De l'émission? Oui, de l'émission. Vous voulez savoir pourquoi donc nous avons décidé donc de nommer cette émission la chaise rouge. C'est vrai, merci. Elle est la bienvenue. J'espère que vous êtes confortablement assise. Bien confortable. D'accord. Donc nous avons choisi la couleur rouge et l'expression la chair rouge pour cette émission qui donne à suffisance la vision que nous avons de cette émission. Qu'est-ce que nous voulons faire de cette émission? Quel est l'impact que nous voulons donc apporter à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices? Et bien entendu, les invités qui vont se prester à cet exercice, donc, de s'asseoir dans une chaise grande, rouge, avec beaucoup d'émotions, parce que ici, nous allons avoir des propos sans filtre. Donc, je l'ai dit dans mon introduction, je me ferai donc le devoir, d'ailleurs même le plaisir, d'aborder des sujets qui vous taraudent l'esprit sans filtre. J'apporterai des éléments de réponse à vos questions. Pourquoi le rouge? Le rouge pour nous, comme vous êtes togolais, comme nous sommes au Togo, vous voyez un peu le carré rouge dans notre drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire le rouge? Le rouge, c'est un peu la passion, c'est un peu le travail acharné, le travail bien fait, la passion pour obtenir un résultat. Et lorsqu'on est passionné pour obtenir un résultat, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, si on revient sur notre drapeau, le carré rouge, c'est le sang versé. Nous devons travailler dur comme si tout dépendait de nous, travailler avec beaucoup d'engagement pour escompter avoir des résultats. Vous venez pour poser des questions, c'est vrai, mais l'esprit de l'émission, c'est de vous dire que moi qui suis devant vous, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé comme si, ben voilà, le temps allait s'arrêter demain. Et lorsqu'on le fait ainsi, c'est qu'on passe à un autre niveau d'engagement pour avoir des résultats. J'espère simplement que
vous allez comprendre que réussir demain commence par votre engagement à travailler, à saigner. Donc le rouge, c'est vraiment la passion, le désir de réussir. Voilà ce qui nous a amené à choisir cette couleur pour dire on ne peut pas escompter avoir des résultats si on ne se sacrifie pas. C'est le sang versé, nos aïeux, les martyrs qui ont construit ce Togo, les martyrs qui ont travaillé pour la décolonisation de l'Afrique aujourd'hui. Il revient à la jeunesse donc de comprendre que nous devons nous sacrifier, nous devons travailler dur pour bâtir donc notre pays, pour bâtir notre continent. Pour moi, c'est le signe de mon engagement à pouvoir montrer que c'est à travers un sacrifice. Lorsque vous venez dans cette émission pour rencontrer le Dr Kodom, j'ai beaucoup travaillé. Je continue de travailler et c'est au-delà de la normale pour que je puisse avoir des résultats. Donc, je vous invite simplement à travailler dur en vous invitant donc dans ce grand fauteuil, dans cette chaise rouge. C'est pour vous dire, une fois que vous êtes assise, c'est que comprenez que vous êtes appelé à travailler au-delà de vos capacités pour pouvoir donc impacter votre communauté. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, docteur, pour l'élément de réponse. Est-ce que vous êtes satisfaite? Bien satisfaite. Ah d'accord, Oui. parce que vous ne l'avez pas dit. Je suis satisfaite. D'accord. Vous êtes aujourd'hui médecin interniste. Vous êtes président de l'ONG M-Afrique et promoteur de la chaîne télévision 100% Santé SOS Docteur TV. Un jeune étudiant en médecine qui a de la passion pour le journalisme médical. Quels sont vos conseils en tant que spécialiste? C'est vrai, j'ai eu à faire un diplôme en journalisme médical et information. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis de lancer donc ce grand projet d'avoir une chaîne thématique santé. C'est très rare d'ailleurs sur le continent et même au Togo, c'est la toute première fois avec les multitudes de médias de télévision, plus de 6000 médias sur le satellite. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme l'une des rares télévisions thématiques santé et il fallait quand même avoir les aptitudes, les capacités pour pouvoir donc tenir et relever donc ce défi. Nous l'avons fait, la télé a été créée donc en août 2020. Ça fait 5 ans que nous existons, nous travaillons au quotidien pour donner de l'information, pour communiquer, interagir avec la population, pour édifier, les amener à améliorer leurs connaissances sur des questions de santé publique. Et cela mérite donc d'être soutenu par des formations pour que la qualité de l'information soit bonne, afin que tout ce qui sort donc des journalistes qui sont souvent formés sur l'État, qui puissent améliorer leur lexique et leur niveau de connaissance dans le domaine donc de la santé. Et aujourd'hui, si vous êtes étudiante en médecine et vous voulez vraiment vous perfectionner, vous améliorer, vous spécialiser en communication ou bien en journalisme médical, je pense que je suis déjà content parce que là, ça montre à suffisance que je suscite ou bien je crée déjà de vocation et que c'est un champ très ouvert et passionnant parce que en réalité, vu les systèmes de santé dans lesquels nous vivons en Afrique, il faut agir sur les déterminants de la santé, il faut communiquer, il faut donner la parole à la population, il faut maîtriser les outils d'échange avec les communautés pour pouvoir non seulement les transmettre l'information, mais aussi les amener à corriger les tares ou les insuffisances donc, dans lesquelles nous nous plongeons, nous nous enlisons depuis belle lurette et qu'il faille aujourd'hui mettre un terme pour pouvoir amorcer donc, le développement intégral parce que la santé est transversale et lorsque pendant longtemps on confond la médecine à la santé, je pense que c'est une erreur fatale et c'est ça qui nous met vraiment en retard. Les questions d'assainissement s'invitent, les questions d'habitat s'invitent dans la promotion de la santé et pour nous, lorsque nous nous appuyons d'ailleurs sur la définition même donnée par l'OMS sur la santé, je cite, si vous le permettez bien entendu, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et non une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà la définition que donne l'OMS. Ça veut dire que les questions sociales s'invitent dans la promotion de la santé. Les questions psychologiques, mentales, la santé mentale est un point, un élément important dans la promotion de la santé. Et pour nous, avoir des aptitudes
se former en communication médicale ou en journalisme médical, ça va vraiment renforcer ce côté de prévention qui est un maillon très important dans la gestion des maladies. Il ne faut pas attendre que les gens tombent malades, il faut s'appesantir sur la prévention, communiquer, informer, donner les bonnes informations et lutter au même moment contre les fake news qu'on appelle dans notre jargon médical l'infodémie. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, cette spécialité s'impose à nous. C'est une nécessité vraiment d'avoir des professionnels de santé qui s'intéressent à cette problématique de communication en santé pour pouvoir circonscrire et juguler donc l'afflux des informations qui sont souvent fausses et erronées sur les réseaux sociaux pour ne pas davantage plonger nos populations dans un désarroi qui est celui de consommer tout ce qui sort derrière un écran de quelqu'un qui se cache dans sa chambre pour débiter excusez-moi l'expression, du n'importe quoi. Donc, il revient aussi aux professionnels de santé qui s'intéressent aux questions de santé, qui ont eu un bagage de base de s'intéresser donc au journalisme, à la communication médicale. Merci beaucoup, docteur, pour vos éléments de réponse. C'est très satisfaisant. Merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui souvent présenté comme un héros de la médecine humanitaire. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans l'ignorance des populations sur le plan sanitaire et qui suscite votre engagement dans ce domaine? Héros, c'est trop dire. Hein? Héros, c'est trop dire. Nous avons essayé d'apporter notre contribution avec peut-être une petite touche d'audace. Parce que lorsque nous allons dans les communautés, j'ai l'habitude de dire lors de mes voyages en Occident, lorsqu'on demande de me présenter, de parler de M-Afrique, j'ai envie d'aller vite. Mais avec une touche spéciale. Aller vite, c'est le dire, ah, vous connaissez Médecins Sans Frontières? Oui, nous connaissons Médecins Sans Frontières, oui. Et j'ai dit, M-Afrique, c'est la version africaine de Médecins Sans Frontières. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, non, nous promouvons la paix, la stabilité dans nos pays en Afrique. Nous voulons la paix pour que nous puissions faire une immersion dans les villages, dans les communautés, pour parler à nos parents, à nos populations qui vivent dans une précarité indescriptible dans les villages. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas qu'il y ait des déplacés, nous ne voulons pas qu'il y ait des tirs pour que nous venions faire l'humanitaire et aider. Non, nous voulons que les populations soient posées, soient à l'aise, qu'on organise des séances, qu'on puisse discuter, leur donner la parole, recueillir leur avis pour pouvoir changer les indicateurs. Donc pour nous, c'est d'aller vers ces communautés, c'est vrai. C'est comme Médecins Sans Frontières qui va dans les communautés, mais en temps de crise, nous ne voulons pas les crises en Afrique. Nous en avons eu beaucoup. Donc pour nous, c'est de promouvoir la paix et d'organiser les acteurs de la santé, les acteurs de développement, à aller vers ces communautés. Voilà ce qui sous-entend donc notre engagement. L'Afrique a beaucoup de crises. Il faut arrêter ces crises. Il faut s'organiser pour aller vers les communautés à la base, parler avec ces communautés, écouter ces communautés, recueillir leurs aspirations et apporter donc des solutions endogènes à nos problèmes que nous maîtrisons quelquefois mieux que ceux qui sont à l'extérieur. Mais la faiblesse de l'Africain aussi, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Nous tous, nous savons que ça ne marche pas. Nous avons plus ou moins une idée claire de cette difficulté dans ces communautés. Mais comme une grande forêt, les gens ne veulent pas rentrer pour défriser. Les problèmes sont là, on les voit, mais il faut des vaillants, il faut des courageux qui acceptent aujourd'hui rentrer dans ces milieux difficile, s'asseoir avec ces communautés et apporter des éléments de réponse qui sied donc à cet environnement. Donc pour nous, ce que nous avons fait jusqu'à présent, que vous qualifiez d'héros, c'est peut-être une infime partie de notre volonté d'impacter beaucoup plus. Et donc c'est un chemin. Aujourd'hui, nous nous ouvrons vers les jeunes parce que pour nous, les jeunes constituent l'avenir. L'Afrique que nous voulons construire, le Togo que nous voulons construire ne peut être réalisé que si les jeunes comprennent aujourd'hui l'importance de l'engagement humanitaire,
l'important d'aller vers ces communautés vulnérables et les aider à sortir de la précarité. Si chacun doit de façon individuelle prêcher dans sa chapelle, c'est vrai, aujourd'hui, les gens vont chercher à aller rester en Europe, peupler, aller travailler aux États-Unis, en France, en Belgique, en Asie, parce que justement, eux, ils ont bâti et il y a le cadre de vie décent. Mais pour nous, nous ne devons pas fuir nos réalités. Nous devons affronter nos réalités, changer la vie de nos concitoyens. Et si c'est ça que vous qualifiez d'héros, avec humilité, nous l'acceptons. Mais c'est que nous pensons qu'on ne peut pas le faire seul. Nous voulons susciter des vocations. Nous voulons vous donner l'opportunité de comprendre cette dimension. Nous avons fait un petit chemin, un petit parcours et il est important donc de partager ces expériences avec vous afin que vous puissiez appréhender les difficultés, les réalités et les perspectives de solutions que nous avons plus ou moins identifiées afin que vous puissiez apporter des solutions tangibles pour éradiquer cette pauvreté, pour réduire ces inégalités d'accès aux soins de santé en zone rurale, pour faire de vous de véritables héros. Mais à travers votre explication et tout le bien que vous faites au monde entier, oui, on peut vous qualifier d'héros. Avec beaucoup d'humilité, nous l'acceptons. Si vous le dites, si vous insistez. Bien sûr. Oui. Vous êtes aujourd'hui un personnage, une personnalité publique. Vous avez beaucoup de défis et beaucoup de montagnes à gravir. Oui. Quand vous vous retrouvez dans vos moments de faiblesse, à qui vous vous confiez le plus? Qui est votre pilier propre? Pilier propre, pour moi, il y a deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Bien sûr. La dimension physique, c'est ma petite famille. Ma dimension physique, c'est ma petite famille. C'est-à-dire des gens avec qui j'interagis, ils peuvent me donner leur point de vue, ils peuvent déplacer certains éléments, ils peuvent m'apporter des solutions physiques. C'est ma petite famille et c'est ici l'occasion de remercier très sincèrement mon épouse qui m'a toujours soutenu dans mes sorties, dans mes absences, dans mon engagement vers les plus démunis, à tous les niveaux. Le soutien que j'apporte à la jeunesse, elle a été toujours là, elle me soutient et je pense que c'est un pilier très fort que Dieu m'a fait grâce d'avoir pour pouvoir réaliser ce que je fais parce que même quelquefois, lorsque je baisse de régime, elle me dit non, vas-y, c'est bon. Et je pense que c'est utile. Les enfants également qui acceptent, qui sont très sages, je pense, et je voudrais ici les encourager à continuer à avoir cette vision, d'accepter ce que je fais, parce que moi aussi, j'essaie de préparer leur avenir comme ça, leur montrer le bon chemin, le chemin de l'aide humanitaire, le chemin d'ouvrir leur pensée à l'humanité, parce que c'est là où il y a Dieu. Dieu est en chacun de nous et aider, c'est une manière de servir doublement Dieu. Et je voudrais aussi voir cette dimension spirituelle. Pour moi, tout ce que je fais, c'est que je vois Dieu en l'humain. Lorsque nous sommes chrétiens ou musulmans, bref, un croyant, c'est que nous n'avons pas à prêcher, nous ne devons pas prêcher dans nos petites mosquées ou bien dans nos petites églises, mais nous devons aller vers la spiritualité qui est unique. Donc pour moi, c'est beaucoup plus cette dimension spirituelle de la vie qui est sacrée que nous devons honorer. Et j'ai l'habitude de dire, nous devons prendre donc la tête pour réfléchir, pour vivre sur cette terre et ouvrir notre cœur. Travailler, aimer les gens, c'est avec l'amour qu'on va chez Dieu. Dieu est amour et il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Mais nous devons travailler avec la tête pour construire nos pays, pour construire un cadre de vie prospère et reluisant pour nous ici-bas. Au même moment, marquer des temps forts d'amour pour autrui, pour pouvoir préparer l'au-delà. Parce que quoi qu'on dise, j'ai l'habitude de dire, nous avons 4 dimensions. 4 dimensions sur lesquelles moi j'essaie souvent de travailler. C'est la dimension biologique, la dimension psychologique, la dimension sociale et la dimension spirituelle. Ces 4 entités interagissent et pour moi, c'est un ensemble dans lequel j'essaie d'apporter un équilibre pour pouvoir apporter une solution. Et tout ce qui contribue, tout ce qui m'aide à avoir cet équilibre constitue bien entendu mes maillons forts pour pouvoir tenir bon lorsque j'ai des moments de faiblesse. Merci beaucoup pour la réponse. Vous êtes autant un homme spirituel que physique.
et vous priez beaucoup, à ce que je comprenne. Comment vous jumelez votre vie spirituelle, votre vie physique, votre vie professionnelle et votre vie privée? Oui, c'est vrai. Pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs, j'ai reçu un jour un journaliste dans mon bureau. Les échanges étaient assez intéressants et j'ai tiré un petit calepin et puis je lui ai donné 2-3 images que j'aime bien. Et il dit, mais attends, tu as ça dans ton bureau? J'ai dit, mais bien sûr. Non, mais on ne dirait pas. J'ai dit, mais c'est ça, on ne peut pas tout montrer. Sinon, on devait tout dire. Il y a des gens qui n'allaient pas avoir leur place parce que avant de réussir une action physique, il faut que cette action prenne corps dans une autre dimension. Et donc, pour moi, ça va de soi. Lorsque nous allons pour opérer 500 personnes, 1000 personnes, moi, je reste dans mon bureau avec mon équipe et on l'écrit, on le publie dans la presse pour dire, nous irons en mission pour opérer 500 personnes, pour opérer 1000 personnes. C'est de l'inspiration, ça doit prendre corps en esprit. On ne voit pas ces malades. Ils sont dans la brousse, mais tu sens le besoin. Tu les vois de loin. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir construire que, on fait de grandes choses. Pour pouvoir construire des gratte-ciel, c'est que l'architecte dessine et il le vit dans la tête avant que ça prenne corps. Donc, cette dimension spirituelle n'est que l'expression donc de la capacité de s'élever, d'imaginer le monde plus beau, plus radieux et de le transposer donc dans le physique. Et pour moi, c'est un exercice que je fais. Lorsque on voulait lancer la télévision, par exemple, ça nous a pris 8 années de réflexion. 8 années de réflexion pour lancer SOS Docteur TV. Donc, il faut réfléchir, compartimenter les éléments, demander à Dieu si c'est bon pour l'humanité. Est-ce que ce que nous voulons apporter dans le paysage médiatique africain, togolais est bon? Est-ce que Dieu permet à ce que ça se réalise? Il va vous donner les compétences pour pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, nous avons lancé un grand projet de Club Santé. C'est un projet qu'on a rédigé depuis 2005. Ça fait 20 ans, c'est 20 ans après que nous le réalisons. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique que tout projet qu'on imagine doit prendre corps en esprit avant de le matérialiser. Aujourd'hui, dans tous les lycées, tant privés, publics que confessionnels, une note est sortie, elle est systématique, la création des clubs, et nous avons mis les éléments, des composants, des axes bien structurés, bien explicites pour permettre donc à nos jeunes apprenants de comprendre et de faire la mise en œuvre pour leur propre épanouissement afin que nous puissions bien entendu espérer une jeunesse en bonne santé, responsable et épanouie. Ma toute dernière question est la suivante. Vous êtes aujourd'hui Dr Kodom Michel Serge. Et ce nom ne vient pas d'hier ou bien d'aujourd'hui. Vous avez fait tout un travail en amont avant que vous ne soyez là aujourd'hui. Oui. Vous passez une émission à votre télé, SOS Docteur TV, qui s'appelle Les Jeunes en parlent. Oui. Quel est votre but, le message que vous voulez concrètement véhiculer à la jeunesse à travers l'émission Les Jeunes en parlent? Merci. L'émission Les Jeunes en parlent est une émission qui est produite sur la chaîne SOS Docteur TV, animée par Dr Essie Lévy Dorcas, qui permet donc aux jeunes de s'exprimer. C'est des débats ouverts, mais animés par des jeunes. Et pour moi, lorsque je parle de promouvoir, lorsque je parle de responsabiliser les jeunes très tôt, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont des potentialités et que l'avenir proche, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes qui sont au lycée, ces jeunes qui sont au collège. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes en classe de 4e ou 3e aujourd'hui, dans 10 ans, lorsque vous êtes en seconde, dans 10 ans, vous pouvez être un médecin spécialiste. Vous voyez, 10 ans, vous êtes un médecin spécialiste, vous pouvez tenir un service en 10 ans. Donc, lorsque moi je vais en élève de seconde, je vois déjà un potentiel médecin. Et donc, j'ai envie de lui dire, mon gars, mon frère, mon petit frère, écoute, voilà le chemin, tiens bon, l'avenir est radieux, c'est vous qui devez venir nous soigner.
Et c'est le message, cet espoir que je vois, que je place en la jeunesse qui me pousse à leur donner les outils pour réussir, pour ne pas trébucher, pour ne pas faire les erreurs peut-être que nous avons commises et qu'ils puissent aller vite et bien pour construire un Togo plus prospère, une Afrique plus radieuse parce que justement, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les nouvelles technologies à nous porter pour aller vite et bien, d'apprendre beaucoup de choses et de passer à l'expérimentation. Mais c'est d'encadrer et de les rassurer que l'avenir se jouera ici en Afrique, d'espérer que demain sera bon et que c'est eux qui doivent venir rendre nos pays plus jolis, plus prospères. Ils doivent être des bâtisseurs et donc leur donner les outils et surtout les rassurer qu'ils ont leur place. Et que nous aussi, adultes, nous nous préparons à céder la place dans 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que vous, jeunes, vous puissiez vraiment occuper la place qui vous revient parce que vous avez la maîtrise, vous avez la connaissance et vous avez vraiment la volonté de bâtir nos pays dans un environnement plus sain et prospère. Merci beaucoup, docteur, pour vos éléments de réponse et merci de nous avoir reçus aujourd'hui sur le plateau. C'est tout un plaisir. Nous constatons que vous êtes une grande personnalité, mais beaucoup humble. C'est la moindre des choses parce que nous pensons que nous n'avons pas assez donné. On pouvait faire mieux que ça. Quelquefois, beaucoup de difficultés, beaucoup de calomnies. L'environnement n'est pas trop propice, mais nous avons essayé aujourd'hui, c'est de donner cette possibilité à la jeunesse de rêver grand, de travailler dur comme si tout dépendait d'elle, de prier beaucoup pour surmonter les obstacles et surtout aller au-delà, prendre de bonnes idées pour bâtir notre Afrique et leur dire que ne baissez pas les bras malgré les difficultés, soyez audacieux, soyez engagés pour la communauté, soyez solidaires, travaillez ensemble. Si vous aimez ce pays, c'est lorsqu'on vous donne une tour à construire qu'on peut apprécier la dimension réelle de votre amour. Si vous aimez la patrie, travaillez ensemble. Mais travailler ensemble, nous devons l'inculquer à nos jeunes frères. Aujourd'hui, lorsque vous prenez ce qui est enseigné, on doit cacher un peu le devoir pour avoir 15, 16, 17 et on vous acclame. Mais lorsque vous avez votre licence, votre master, on vous dit de vous retrouver 4, 5, 6 dans un bureau et de travailler sur des projets communs. Nous pensons que ce sont des limites. Nous apportons des projets qui doivent être conçus, travaillés au bas âge, dans les collèges et dans les lycées pour préparer notre jeunesse à comprendre que c'est ensemble que nous devons bâtir de façon libre. Il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils sont engagés, lorsqu'ils ont des postes de responsabilité, qu'ils recrutent leurs parents parce qu'ils n'ont pas confiance aux autres dans le service, parce qu'ils n'ont pas appris à travailler ensemble. Ils ont appris à travailler, à parler avec leurs cousins, leurs parents en langue locale. Donc, en les mettant proches, ils peuvent mieux réfléchir ensemble et puis avancer. Et pourtant, quelquefois, il y a des limites en cela. Donc, nous voulons aussi que les élèves prennent conscience que il y a plus de division, il faut vous faire confiance parce que vous ne pouvez pas construire une nation, un pays dans la division, dans le régionalisme, dans le sectarisme. Donc, c'est de travailler ensemble en mettant en avant les idées fortes pour pouvoir construire donc notre pays, construire l'Afrique. Cette Afrique donc, qui est projetée à l'horizon 2063, nous voulons la bâtir avec une jeunesse qui est apte à travailler pour relever les défis du développement donc, de notre continent. Merci beaucoup de vous avoir rencontré aujourd'hui. Je suis une étudiante en médecine, comme vous l'aviez présenté, et vous êtes un homme que j'admire beaucoup au travers de votre parcours, vos travaux que vous avez faits pour le bien-être de l'humanité, bien sûr. J'aimerais pouvoir avoir d'autres conseils venant de vous après, et pour que vous puissiez me guider dans... Avec beaucoup de plaisir. Vous êtes quasiment la toute première à avoir accès à ce plateau, à cette émission, à cette chaise rouge. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Il y aura d'autres opportunités. D'ailleurs, il y a de nouvelles émissions qui rentrent sur cette chaîne qui sont consacrées vraiment à la promotion de la jeunesse. Ces émissions vous sont ouvertes et pour moi, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. La toute première émission, elle sera hebdomadaire. Le numéro qui s'affiche sur votre écran est le bon. Demandez, laissez vos commentaires sur nos pages, sur les réseaux sociaux
vous serez choisi et vous aurez l'occasion donc de venir dans cette émission qui est la vôtre, où je me prêterai donc volontiers à vous répondre sans tabou et sans filtre pour vous donner des opportunités de mieux découvrir, de mieux appréhender l'univers dans lequel nous sommes, qui est un univers humanitaire, un univers social, pour aborder les questions de développement durable de notre pays et de l'Afrique. Soyez connectés sur SOS Docteur TV, la télé utile, la télé qu'il vous faut. Moi, c'était Dr Serge Michel Kodom dans votre émission, la toute première, je le dis encore, La chaise rouge sur SOS Docteur TV. Merci Mademoiselle Aïssou Monique d'avoir été la toute première. Merci pour ces questions et c'était réellement un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Au revoir.